Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Racisme et Eugénisme. Collection Racisme et Eugénisme, dirigée par Michel Prume. La collection Racisme et Eugénisme se propose d'éditer des textes étudiant les discours et les pratiques d'exclusion, de ségrégation et de domination dont le corps humain est le point d'ancrage. Cette problématique du corps fédère les travaux sur le racisme et l'eugénisme, mais aussi sur les enjeux bioéthiques de la génétique. Elle s'intéresse à toutes les tentatives qui visent à biologiser les rapports humains, à des fins de hiérarchisation et d'oppression. La collection entend aussi comparer ces phénomènes et ces rhétoriques biologisantes dans diverses aires culturelles, en particulier l'ère anglophone et l'ère francophone. Tout en mettant l'accent sur le contemporain, elle n'exclut pas de remonter aux sources de la pensée raciste ou de l'eugénisme. Elle peut enfin inclure des ouvrages qui, sans relever véritablement de l'étude du racisme, analysent les relations entre les différents groupes d'une société du point de vue de l'ethnicité. Parmi les 57 ouvrages déjà publiés dans la collection, Anaëlle Le Poulnec, Marie-Claude Mosiman-Barbier et Michel Prume dirent « Race, identité et mondialisation en Afrique australe ». Marie-Claude Mosiman-Barbier et Cécile Perrault à dire « Afrique du Sud, mémoire, héritage, rupture ». Liruan Wang, l'école chinoise et l'action affirmative envers les minorités. Florence Binard et Michel Prume dirent « Minorité et minoritaire ». Inès Mabika, médicaliser l'Afrique. Michel Prume dire « Catégoriser l'autre ». Gilles Tellier, aux origines de l'apartheid. Michel Prume dire « Imaginaire racial et opposition identitaire ». Marie-Claude Mosiman-Barbier et Michel Prume dire « Mission et colonialisme, le Lesotho à l'heure du bicentenaire d'Eugène Casalis ». Marie-Claude Mosiman-Barbier, un Béarnais en Afrique australe. Introduction Michel Prume. Depuis plus de 2 décennies, le groupe de recherche sur l'eugénisme et le racisme, GRER, qui fait aujourd'hui partie du laboratoire Identité Culture Territoire de l'Université de Paris, étudie principalement l'ère anglophone pour rendre compte des discours et des pratiques sur ce qu'on appelle la race, dans une perspective toujours comparatiste car ces travaux sont publiés en français et en France et touchent donc principalement, mais non exclusivement, un lectorat français ou plus largement francophone. Il existe de ce fait une distance entre la société étudiée et celle depuis laquelle ce regard est porté, distance qui permet, on l'espère, une vision plus originale et plus critique. Ce choix de départ, lié à la situation institutionnelle des chercheurs concernés, la 11e section du CNU, Langue et littérature anglaise et anglo-saxonne, ne nous a jamais interdit de faire des incursions dans d'autres aires linguistiques, germanophones ou lusophones par exemple. Le présent volume, le second consacré au thème des minorités, commence par un chapitre sur la France. La distance n'est donc pas dans ce premier chapitre effective du point de vue géographique, mais elle l'est du point de vue chronologique. Jérémy Gage, en s'intéressant à la période de l'immédiat après-guerre, est conscient que la perception de la race à l'époque n'était pas celle que nous avons aujourd'hui, et que l'historien, une fois encore, doit se garder de toute projection anachronique, de toute projection et de toute simplification. L'idée que, après les années sombres de Vichy, où la distinction raciale avait été poussée à son paroxysme, le slogan « Plus jamais ça » serait entendu et que les égarements du passé seraient remisés à tout jamais, cette idée n'a finement été qu'un vœu pieux. Si le terme de race devient effectivement tabou, du moins dans les écrits officiels de la République, le racisme malheureusement ne s'éteint pas à la Libération. Pas plus que l'antisémitisme, alors que les fours crématoires ont à peine cessé de fumer, comme le note en 1954 François Mauriac, cité par Jérémy Gage. Comment la société française de l'immédiat après-guerre perçoit-elle ces minorités, qu'elles soient nord-africaines ou juives, polonaises ou italiennes? Ce rejet de l'autre relève-t-il du racisme ou de la xénophobie? Le premier chapitre s'emploie à analyser le cadre intellectuel et culturel à l'intérieur duquel se déploient les discours et se font sentir les perceptions des minoritaires. Cet héritage post-bellum se retrouve de nos jours dans la façon dont nos sociétés accueillent les migrants venus de zones de guerre, comme la Syrie ou l'Afghanistan, entre autres. Ces femmes et ces hommes sont trop souvent perçus de façon globale, comme des foules menaçantes mettant en péril l'équilibre de nos sociétés européennes. Marie-Annick Mathioli,
rappelle ici la typologie des personnes déplacées et revient opportunément sur les distinctions entre migrants, étrangers, réfugiés ou demandeurs d'asile, catégories souvent mélangées par le grand public. Et de briser quelques idées reçues, en soulignant que la majorité des migrations mondiales sont des déplacements sud-sud, et que les migrants qui arrivent en Europe sont moins pauvres et plus éduqués que la moyenne de leurs concitoyens. C'est à l'accueil des migrantes et migrants dans les universités de France et de Grande-Bretagne que s'intéresse ici Marie-Annick Mattioli. La crise migratoire est la même pour les deux pays, mais le système d'enseignement supérieur diffère profondément, la France maintenant le principe de gratuité, même si des dépenses subsistent, et le Royaume-Uni instaurant des frais d'inscription souvent très élevés et considérant par ailleurs les migrants comme n'importe quels étrangers réguliers venus étudier dans les universités britanniques. Des bourses leur sont certes proposées, mais elles sont rares. Malgré cette différence de conditions d'accès à l'université, on verra que l'accueil et l'intégration des jeunes migrantes et migrants restent un processus difficile dans les deux pays, et qu'un engagement beaucoup plus profond des autorités semble nécessaire. Une autre différence majeure entre la France et l'Angleterre est la conception que se font l'un et l'autre pays de la laïcité, la France s'inscrivant dans l'héritage de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, conçue par Aristide Briand, alors que l'Angleterre a une Église établie depuis 1534, c'est-à-dire une religion officielle, anglicane, dont la reine est la tête et dont le Premier ministre nomme les évêques. La loi pénalisant le blasphème n'a été abolie qu'en 2008, sous le gouvernement de Gordon Brown et à l'instigation de la National Secular Society. Malgré l'activisme et l'ancienneté de cette société, elle a été fondée en 1866, il n'y a pas outre-Manche la même tradition de lutte pour la laïcité qu'en France. C'est dans ce contexte que se produit en Grande-Bretagne l'affaire des caricatures de Mahomet, à laquelle s'intéresse dans le 3e chapitre Narges Bardi. On se rappelle que le quotidien danois Jylland-Posten publie en septembre 2005 les dessins de 12 caricaturistes, quelques mois seulement après l'assassinat aux Pays-Bas de Theo van Gogh, qui avait réalisé le court-métrage Submission dénonçant les abus commis au nom du Coran. Narges Bardi étudie la réaction de deux publications musulmanes anglophones, The Muslim News créée en 1989 et Q-News, 1992 à 2006. Les deux titres avaient été fondés après une autre affaire, celle de la publication des versets sataniques, Satanic Verse, 1988, par Salman Rushdie, condamné à mort par une fatwa pour blasphème. Dans ce chapitre, Narges Bardi analyse les stratégies discursives de ces journaux qui tous deux s'adressent aux musulmans de Grande-Bretagne, mais dont l'un, The Muslim News, est proche du Muslim Council of Britain et d'un islam conservateur, alors que l'autre, Q-News, avait pour souci de donner une image moderne de l'islam. Cette analyse donne à Narges Bardi l'occasion de remettre en question le concept d'islamophobie, terme qui assimile le rejet d'une religion, et non des personnes qui y croient, à du racisme et disqualifie donc d'emblée tous ceux qui critiquent cette religion. De la presse musulmane anglophone, nous passons avec le 4e chapitre à la presse généraliste britannique et au sein de celle-ci, plutôt aux journaux et aux médias de droite. Monia O'Brien Castro étudie le traitement par ceux-ci du phénomène des gangs. Les guillemets sont de mise car d'emblée, l'auteur questionne la pertinence de ce terme, dont elle pense qu'il est emprunté à la sociologie états-unienne et plaqué artificiellement sur la société britannique. Cette construction du concept de gang est liée à la fabrication de la race noire africaine et afro-caribéenne, qu'on affuble des stéréotypes négatifs bien connus. Cette catégorisation raciale dangereusement stigmatisante vise les jeunes qui peuplent les zones urbaines abandonnées et qui sont majoritairement, mais non exclusivement noirs. Or, l'étude des gangs en Irlande du Nord montrerait beaucoup de similitudes avec ceux d'Angleterre pour une population presque totalement blanche. Derrière l'élaboration du mythe, celui du noir déviant et criminogène, il y a donc le phénomène bien connu du bouc émissaire, scapegoatism. La race, une fois de plus, est affichée pour masquer les problèmes socio-économiques et dédouaner un capitalisme effréné de ses responsabilités. L'ostracisation des jeunes des classes les plus déshéritées n'est pas un phénomène nouveau en Angleterre. À l'époque victorienne, les jeunes délinquants pouvaient être gardés quelques mois, voire quelques années dans des pontons Hulk, bateaux-prisons sur la Tamise. Neil Davy a traité cette question dans un précédent opus du Graire. Dans le 5e chapitre du présent volume,
il se penche sur ceux de ces mineurs incarcérés à bord du ponton pénitentiaire juvénile, l'Oryalu, qui furent ensuite déportés en Tasmanie, ou pour employer le toponyme de l'époque, dans l'île de Van Diemen. Cette population marginale était certes blanche, mais elle était marquée elle aussi du sceau de l'altérité sociale. Les autorités traitaient cette minorité selon une double logique. D'une part la volonté de surveiller et punir, d'autre part celle de profiter d'une main-d'œuvre dont la colonie manquait alors cruellement. Neil Davey étudie dans toute leur diversité le devenir de ces jeunes forçats soumis au système de l'assignment, placement, qui purgeaient au bout du monde, une peine qu'on jugerait aujourd'hui disproportionnée par rapport aux crimes commis par eux en métropole. Loin de l'Australie, au Soudan, la présence britannique était très active dans la seconde moitié du XIXe siècle, et Marie-Claude Mosimann-Barbier raconte dans le 6e chapitre les combats sanglants qui opposèrent Britanniques, alliés aux Égyptiens, et les mahdistes du Soudan qui se révoltèrent contre les forces égypto-britanniques et érigèrent à l'époque déjà un État islamique. Les deux principaux protagonistes de cette histoire, peu connue en France, sont Mohammed ibn Abdallah, qui se faisait appeler le Mahdi, celui qui est guidé par Dieu, et Rudolf Slatin, jeune Autrichien qui se mit au service du général Gordon et joua un rôle clé dans les événements du Soudan. Sa vie ressemble à une aventure de roman, incluant une détention de 11 ans aux mains du Mahdi, dans des conditions souvent atroces, et une évasion digne des meilleures fictions. En toile de fond de ce récit, on voit la présence très répandue alors de l'esclavage arabo-musulman. Quand Gordon, abolitionniste convaincu, fut nommé gouverneur général du Soudan, il engagea une répression méthodique de la traite. Cette décision provoqua un mécontentement généralisé, qui affaiblit la position des Britanniques dans ce pays, comme en conviendra Slatin lui-même dans son ouvrage autobiographique Fire and Sword in the Sudan, Feuer und Schwert im Sudan 1896. La victoire finale des Britanniques contre les mahdistes aboutit à la création d'un condominium anglo-égyptien au Soudan, 1899 à 1956. Bien avant cette victoire, l'idée avait germé en Angleterre d'établir une liaison ferroviaire Le Caire-Le Cap, qui aurait donc traversé l'Afrique du Nord au sud. L'Égypte et le Soudan auraient été l'extrémité septentrionale, la Rhodésie et l'Afrique du Sud l'extrémité méridionale de cet axe commercial. C'est au début du XXe siècle, en 1910, que naît l'Union de l'Afrique du Sud, pays constitué des colonies du Cap, du Natal, du Transvaal et de l'Orange. Aujourd'hui, le pays est connu en France avant tout pour les années douloureuses de l'apartheid 1948 à 1991, régime de distanciation raciale qui s'attacha à séparer, dans les moindres détails de la vie, les 4 communautés des Blancs, des Noirs, des Métis, Coloreds et des Indiens. Riazon Naidoo, qui écrit le 7e chapitre de cet ouvrage, appartient à cette dernière communauté et il fut le premier directeur de la National Gallery d'Afrique du Sud à ne pas appartenir à la communauté blanche. Il dirigea ce grand musée de 2009 à 2016. Sa contribution est très personnelle, puisqu'il nous parle de sa famille, de sa communauté de Durban et des photographies qui illustrent celle-ci dans les années 1950. On est alors au début de l'apartheid, mais à une époque où il existait encore en Afrique du Sud une relative tolérance, avant le massacre de Sharpeville qui vit en mars 1960 la mort de 69 manifestants noirs. Les photographies dont il nous parle viennent du magazine Drum, publication au départ faite par et pour les Noirs, mais qui s'est rapidement élargie aux Métis et aux Indiens. Les pages jaunies qu'il découvre accidentellement dans le sous-sol d'une université font renaître un monde, celui de la communauté indienne des années 50, aux antipodes des stéréotypes sur les Indiens forgés au fil des années de colonisation puis d'apartheid. Ici, l'Indien n'est pas le petit commerçant âpre au gain prêt à arnaquer ses clients, ce n'est pas non plus l'Indien coincé dans ses traditions, sa religion et son système de caste. Les Indiens que montrent ces clichés sont des êtres multiples et divers. Surtout, en déconstruisant les stéréotypes, le témoignage graphique que livre Drum redonne à la communauté indienne, dévalorisée par des années de colonisation et d'apartheid, toute sa dignité. L'Afrique du Sud fut sans doute le seul pays à porter aussi loin la hiérarchisation raciale, inscrivant dans la loi tout un système ségrégatif extrêmement élaboré. Mais à la même époque, les États-Unis appliquaient eux aussi une ségrégation très poussée, particulièrement dans les États du Sud. Déjà la Constitution américaine,
comme le rappelle Timothée Lejean dans le dernier chapitre, diviser la population vivant sur le territoire entre les Blancs, appelés le peuple, les Indiens et les esclaves noirs, les autres personnes. On sait le succès que connurent dans ce pays les thèses raciologiques, donnant à l'inégalité raciale un habit scientifique. Timothée Lejean s'intéresse ici à la science de l'eugénisme, très populaire et très puissante au début du XXe siècle. Le nom de Charles Davenport est bien connu. C'est lui qui fonda en 1910 le Eugenics Record Office, dont il voulait qu'il fût une banque de données centralisant les informations génétiques du plus grand nombre d'Américains possible. Mais c'est surtout à son assistant, Harry Hamilton Laughlin, moins connu, que s'intéresse ce dernier chapitre. Timothée Lejean montre bien le lien entre peur de l'immigration, en particulier au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la Révolution soviétique, et développement de l'eugénisme. Le livre de Madison Grant, The Passing of the Great Race, 1916, connut un succès de librairie révélateur. Les réactions critiques de quelques intellectuels, comme celle de l'anthropologue Franz Boas, sauvèrent certes l'honneur de l'université. Mais elles ne furent que peu entendues. À la fin des années 1920, les 3/4 des universités américaines enseignaient l'eugénisme. Laughlin joua un rôle politique majeur. Il fut invité à 3 reprises à présenter les thèses eugénistes devant le comité de la Chambre des représentants chargé des questions sur l'immigration et la naturalisation. Laughlin est responsable de l'inflexion eugéniste de la loi de 1924. L'article souligne les talents de lobbyiste de Laughlin, au service de l'eugénisme, talents s'appuyant sur son accréditation officielle d'expert scientifique. Racisme et eugénisme ne sont pas nécessairement liés. Une politique eugéniste peut par exemple être mise en place dans une société ethniquement homogène, dans le but d'améliorer la race, sans qu'il y ait d'enjeu interracial opposant majorité et minoritaire. Ici, au contraire, le développement de cette idéologie s'articule clairement à l'arrivée redoutée de sang étranger qui viendrait corrompre celui des Américains anglo-saxons. Discours étonnant dans un pays où tout le monde est issu de l'immigration, à part les quelques Amérindiens qui ont échappé à l'extermination. Racisme et xénophobie en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Des phénomènes mesurables ? Jérémy Gage. Étudier le racisme en ignorant la race, comme objet et non catégorie, semble appartenir à un temps révolu. Les sciences humaines et sociales, stimulées par le précédent américain, investissent désormais la question avec précaution et renouvellement. Le passé s'offre donc à de fertiles relectures. À condition d'évacuer d'emblée tout anachronisme et de mettre en regard, comme par une mise en abîme, l'acception actuelle des mots avec celle d'une époque passée. Si l'historien n'est en rien tenu de penser une société ancienne ou récente de la manière dont elle-même se pensait, il ne peut non plus faire l'économie d'une analyse du sens que prenaient les mots encore utilisés aujourd'hui, et donc la réalité qu'ils désignaient dans leur temps. Au risque d'une certaine concurrence sémantique qui impose de toujours distinguer ce qui relève de l'histoire des représentations passées et nos propres outils conceptuels. L'après-guerre, en France, constitue l'illustration parfaite de ces problèmes conceptuels et méthodologiques. Au lendemain d'une période qui avait poussé la distinction raciale à un paroxysme inédit, les contemporains pensaient, en gonflant la rupture culturelle et politique à l'œuvre, que le présent et l'avenir seraient délivrés de tels égarements. Ce à quoi nombre d'historiens souscrivirent longtemps. Après 1945, s'ouvrait ainsi un moment non dénué de racisme et qui voyait le terme de race devenir progressivement tabou. Mais il n'avait pas encore disparu. Ainsi, se pencher sur la perception de la race et du racisme pour cette séquence historique passe par l'effort sémantique évoqué plus haut. Ces concepts et réalités, pour le second terme, n'étaient pas alors entendus comme de nos jours. Quelles furent donc l'emprise du racisme et son imprégnation sociale dans la France des lendemains de Vichy ? Trouvait-elle encore écho dans une pensée raciale, plus ou moins intellectualisée ? Pierre-André Taguieff a clairement défini le racisme comme un phénomène quadridimensionnel regroupant des attitudes, constitutives d'un racisme de doxa, des comportements, qui vont de l'évitement à la discrimination et à la persécution, des fonctionnements institutionnels et des discours idéologiques, se parant le plus souvent d'une scientificité de façade. À partir de cette grille, et en veillant à distinguer ce qui s'y inscrit de ce qui relève avant tout de la xénophobie,
voisines mais non semblables, il s'agira de croiser le racisme et les perceptions plus générales des minorités pour l'époque considérée, de 1945 à l'orée des années 1960. Ce fut bien cette date qui marqua en effet un tournant culturel et idéologique sur ces questions, plus que la fin de la guerre. Trouver des traces de rejet de l'autre est un exercice cependant trop facile. Bien plus délicate est la tentative de mesurer, plutôt que de quantifier, les phénomènes de racisme et de xénophobie dans leur rampant et leur concrétude. Cette ambition, qui replonge les choses dans un empirisme parfois délaissé, s'explique par le souhait de lier l'approche du racisme aux études sur les migrations et les minorités. Mesurer le racisme et la xénophobie implique donc une incursion par échelle emboîtée, dans les strates diverses qui composent une société. Perception. En 1951, le ministère de la Santé et de la Population, alors dirigé par le ministre MRP Paul Schnetter, affichait un de ses objectifs en ces termes : il importe, par une action d'information de l'opinion publique sur les problèmes d'immigration, de lutter contre le sentiment de xénophobie si répandu dans notre pays. De cela, 3 enseignements ressortent. L'opinion était considérée comme une entité existante et saisissable. Celle-ci pouvait être orientée sinon modelée par un effort pédagogique soutenu. Enfin, elle avait majoritairement tendance à rejeter l'autre. Sans rouvrir ici le débat sur l'existence ou non de l'opinion publique et de son rôle dans les politiques publiques, il apparaissait que les réponses données dans de grands sondages et enquêtes, certes méthodologiquement critiquables mais reflétant toute une époque par la forme comme le fond, traduisaient une tendance très nette. 93% des Français interrogés soutenaient que leur pays abritait beaucoup d'étrangers. Tout était question de seuil, subjectif. Si l'on passe de ce chiffre trop général à une distribution plus précise, on obtient l'éventail suivant. Soit la perception du trop grand nombre d'étrangers ne signifiait pas nécessairement xénophobie ou racisme, soit elle participait de l'idée d'un mal nécessaire. Cela valait en tout cas pour l'économie. Sur le plan social, le rejet était plus net. 58% des personnes interrogées souscrivaient à l'idée selon laquelle les étrangers créent des difficultés, alors que 27% pensaient que dans l'ensemble, les étrangers agissent comme il convient. Rien ne permet de dire si de telles réponses trouvaient leur origine dans l'expérience et l'observation effective des étrangers, encore moins dans une étude raisonnée de la question qui n'était, il est vrai, que partiellement sur le devant de la scène médiatique. Il ne faudrait pas se laisser leurrer par un effet de loupe grossissante. Le spécialiste de l'opinion, et de l'immigration d'une certaine manière, qu'était Alain Girard, tentait une explication, qui ratifie clairement notre première hypothèse. La connaissance insuffisante des faits incite à une attitude plus malthusienne qu'auparavant. Le public s'oppose plus fortement à l'immigration. Sensible à la conjoncture et non au mouvement de fond, il renonce à une politique à long terme. Cet état d'esprit se rattache étroitement à l'échec de l'immigration. La crainte du chômage direct l'emporte sur toute autre préoccupation. Cette observation d'époque insiste sans doute trop sur la conjoncture, et propose une image bien reluisante du passé où les traces d'ouverture à l'autre demeuraient le lot d'un petit nombre. Même après-guerre, l'esprit d'accueil avait duré un temps très bref. À la question, d'une manière générale, êtes-vous partisan d'installer en France un certain nombre d'étrangers ? 33% répondaient favorablement et 57% défavorablement en novembre 1947, contre respectivement 25% et 63% en 1949. On suit difficilement les sondeurs qui évoquent un certain empirisme à l'origine des réponses, signe de l'aptitude de la conscience collective à donner des choses une représentation objective. Grand défenseur de la cause des étrangers, l'abbé Glasberg reconnaissait avec amertume au sortir de la guerre. Le plus décevant dans l'attitude des Français est leur refus de comprendre, voire de s'informer. Pourquoi y a-t-il tant d'étrangers ? Ne cessent-ils de demander, mais lorsqu'on leur explique, ils ne veulent point écouter. Ces prises de position ne s'expliquaient pas par un sens de l'identité française ou du sentiment national prononcé, mais plutôt par un réflexe qu'on qualifiera pour le moment de xénophobe. Les réponses à une question portant sur la mobilisation parlent d'elles-mêmes. En cas de guerre, seriez-vous partisan que les étrangers soient mobilisés comme les Français ? Demandait-on. 74% répondaient oui, pour seulement 15% de non.
L'investissement en tout domaine devait constituer la contrepartie exigible de l'accueil, phénomène classique. Ces chiffres intéressent moins que les justifications. 42% de ceux qui donnaient une réponse positive invoquaient le motif selon lequel ce ne serait que justice, un juste paiement de l'hospitalité offerte. S'ils ont les mêmes droits, ils doivent avoir les mêmes devoirs. 8% ne voulaient cependant pas les voir au poste de commande, quand 2% répondaient froidement, les premiers. S'ensuivaient les considérations sur l'immigré profiteur. Ceux qui opposaient une réponse négative n'étaient pas nécessairement animés des meilleures intentions. La confiance limitée, le risque de défaitisme, l'allégeance à un pays étranger, mais aussi leur tri préalable, dans des camps pour les sélectionner, tels étaient les soubassements de ces avis. Seul un tiers allait jusqu'à réclamer des impôts plus élevés pour les étrangers. Étrangers. Cela voulait-il néanmoins dire quelque chose sur le plan des représentations ? Le terme ne semble pas le mieux placé pour faire comprendre les ressorts d'une altérité perçue. Il y avait les bons et les mauvais étrangers. Une catégorisation plus ou moins formalisée, qui prenait les traits d'une hiérarchie, était largement véhiculée. Rappelons qu'à cette époque, la psychologie des peuples conservait encore toutes ses lettres de noblesse. Citons l'un de ses pairs, André Siegfried. Notre comportement, soit dans la vie politique, soit dans la vie sociale, soit dans la vie privée, se ressent directement, des sources diverses dont provient notre personnalité nationale. Il est facile de voir ce que nous devons à notre origine latine ou celte. Pétris de ce fond lointain, les Français, sous la reconstruction des scientifiques adeptes de la doxométrie qui les observaient, étaient censés souscrire en masse au classement suivant. Préférence française face aux nationalités immigrées selon l'enquête Girard et Stotzel. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et reprennent dans l'ensemble la hiérarchie courante dans les années 1920. Si les fondements profonds de ce choix trouvent leur siège de l'intime, lequel se dérobe à l'historien, le critère du choix résidait dans la capacité d'adaptation des nationalités en question. L'erreur serait grande d'en inférer, trop rapidement, que les avis étaient donc dictés par l'intérêt de la société. Les stéréotypes et préjugés, aux accents biologisants, conservaient toute leur vigueur. Une étude de 1947 affirmait ainsi : les étrangers, et plus particulièrement parmi eux les travailleurs, apportent avec eux la psychologie collective des races dont ils sont issus. Qu'on les introduise dans un milieu nouveau, c'est autant d'instincts, d'habitudes profondes dont il faut faire la part et dont la connaissance contribue sans aucun doute à une efficace compréhension réciproque. La fin pondère le début. Mais l'essentialisme n'en jouait pas moins à plein. L'emploi du mot race, malgré un sens affaibli par rapport à l'avant-guerre, en était une preuve. Ce qui n'empêchait pas une historicisation des représentations, puisque la guerre avait joué un rôle essentiel et modifié les perceptions. Ainsi certaines nationalités, comme les Italiens, avaient subi de plein fouet l'image du coup de poignard dans le dos, ce qui nourrit une vague d'italophobie importante à la Libération. Une note des renseignements du Gers soulignait : au point de vue de l'attitude générale de ces milieux, les Italiens, pour la plupart agriculteurs, affichaient avant et même après la guerre un esprit arrogant et exigeant. En 1951 encore, dans une Corse où l'anti-italianisme atteignait des sommets, on demandait : pourquoi tolérerions-nous ceux qui hier nous ont poignardés dans le dos ? Au-delà de l'écume de la conjoncture et des effets de l'histoire, des représentations plus profondes n'avaient pas disparu. Les Italiens étaient des Latins. Certes, nombre de Français se considéraient également comme tels, mais ils préféraient, des mots mêmes du général de Gaulle, un apport nordique. Un lecteur du Monde, après la guerre, pouvait apprendre qu'un apport de sang nordique serait utile pour compenser l'immigration latine. Latins également, les Espagnols. Même s'il ne paraissait pas représentatif de l'opinion générale, un article du quotidien L'Ordre sur l'immigration espagnole témoignait encore de la large diffusion de présupposés racialistes. Il faut bien prononcer le mot. Pour la France, en particulier, cette main-d'œuvre aurait l'avantage de fournir un apport de population de race latine, sans l'état moral de certains éléments italiens. Et d'ajouter une hiérarchie interne, en fonction des régions, car il ne semble pas superflu de passer en revue, de cataloguer, pour leur utilisation éventuelle, dans le cas qui peut intéresser la France, les types de main-d'œuvre correspondants. Retenons-en deux exemples significatifs. L'Aragonais était présenté comme de race saine et honnête, mais à l'opposé.
L'Andalou est un type ethnique tout à fait spécial, très individualiste, très indépendant et peu travailleur, à l'exception de certains ouvriers agricoles, influence millénaire des Arabes. Peut-être aussi un peu, contact prolongé avec les Gitans. Il quitte difficilement son pays, dont il ne saurait du reste retrouver nulle part au monde le climat physique et moral. Inutile de proposer un panorama complet de tous les stéréotypes de même ordre qui circulaient à propos d'autres nationalités. Une mention spéciale cependant pour les Maghrébins, qui d'ailleurs n'étaient pas tous des étrangers, mais des sujets de l'Empire français, et pour les Algériens, des Français, qualifiés néanmoins de musulmans, les fameux Français musulmans d'Algérie ou FMA. Le fantasme là encore allait bon train. Paris Match, dans un reportage sur ce qu'il se plaisait à appeler les médinas arabes de Paris, concluait « Seuls des Arabes consentaient à loger dans les tanières au sol cimenté, sans fenêtres, qui s'ouvrent au fond du puits noir de la cour. » Pour Le Monde. L'Arabe et le Berbère sont des êtres impulsifs, prompts à s'échauffer, faciles à fanatiser. Il nous appartient de les défendre contre eux-mêmes, contre leurs propres emportements. À ces gens instables, il faut faire sentir qu'ils n'ont rien à gagner au désordre. Plus on s'éloignait de l'Europe, moins les étrangers étaient considérés comme des nationalités au profit de groupes ethniques indistincts, censés partager des caractéristiques communes. Ira-t-on jusqu'à soutenir que la xénophobie concernait les Européens et les Occidentaux, alors qu'il s'agissait plus de racisme pour les populations d'origine plus lointaine ? L'exemple des Noirs renforce celui des Maghrébins. Il montre à quel point les représentations résultaient de constructions extérieures, mais aussi d'auto-identification. Dans Nobody Knows My Name, James Baldwin expliquait ainsi, à propos de John Davis, chef de la délégation américaine au Congrès des écrivains et artistes noirs de Paris en 1956, que, malgré sa peau claire, il était noir par choix et par militantisme, par expérience en fait. Tout n'était donc pas que simple affaire de représentation, de rapport mental à l'altérité. Les regards réciproques trouvaient un ancrage social engendrant des affiliations, des identifications et des oppositions. En des termes ambigus, Emmanuel Mounier n'écrivait-il pas les mots suivants à un ami africain ? Parce qu'on vous a trop fait dans le passé sentir votre race, il arrive que vous en soyez encombré, que vous la retourniez comme un défi, qu'elle devienne pour vous une obsession orgueilleuse. Il demandait : faut-il pour autant opposer au racisme blanc un contre-racisme noir ? Question intéressante à une époque où on pouvait encore lire sans la moindre inquiétude pour l'auteur, dans un roman policier. Il tendit vers moi ses bras à la redoutable allonge, ses bras de singe. Stéréotype populaire que ceci ? Sans doute. Sauf qu'on en trouvait des exemples dans le monde scientifique. On retrouve ici André Siegfried, auquel la science politique et plus particulièrement la géographie électorale, doivent tant. Lecteur de Barès, d'une curiosité illimitée que reflète l'océan de ses archives, il professa de sa chaire à l'Institut d'études politiques pour les années universitaires 1945 à 1946 et 1947 à 1948, des théories anthropologiques fondées sur la notion de race qu'il entendait, dixit l'intéressé lui-même, au sens large. En 1951, un cours s'intitulait « Rôle et possibilités des diverses races dans la mise en valeur de la planète, rouge, noir, jaune, orientaux ». Citons un extrait parlant du plan de ce cours. Trait psychologique dominant du noir. 1. Spontanéité, émotivité, vivacité des impressions. 2. Sentiment artistique inné. A. Surtout sous la forme des rythmes, des couleurs. B. Il est doué pour la danse, pour la musique. 3. Son intelligence est précoce, souvent vive, avec chute rapide. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.